L'inflation va-t-elle vraiment revenir vers 2% d'ici 2 ans, comme le souhaite et l'ambitionne la Banque Centrale Européenne? Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, on se dit qu'en 2023, l'inflation va baisser, a priori. En fait, c'est un petit peu technique. Certaines composantes vont s'assagir. En fait, déjà, il faut rappeler que l'inflation, c'est ce qu'on appelle le glissement annuel des prix à la consommation. Ça veut dire, on regarde quels sont les niveaux des prix à la consommation, par exemple, voilà, au mois de décembre 2022, et on va comparer à décembre 2023. Donc effectivement, mécaniquement, comme là, les prix ont très fortement augmenté en 2022, en 2023, on va avoir un effet de base favorable qui fait que l'inflation va être moins forte. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une baisse des prix. Simplement, il y aura toujours donc, l'inflation positive, mais on va passer, je pense, d'abord en première partie de l'année 2023, on sera autour des 8 à 10%, je prends le cas de la France, et après on va reculer progressivement. Pourquoi ça a continué d'augmenter en début d'année? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de tarifs sont négociés à l'année. Ça, on ne le dit pas assez. Beaucoup d'entreprises, en fait, négocient le tarif de leur consommation intermédiaire à l'année, notamment d'un point de vue énergétique. Ce qui fait qu'en 2022, jusqu'à la fin 2022, on avait encore les prix de 2021 qui étaient là. À partir du début 2023, là, c'est les nouveaux tarifs qui arrivent. Et donc, tous les industriels, effectivement, ont répercuté la hausse des cours des matières premières, notamment énergétiques, sur leurs prix. Ce qui veut dire que là, mécaniquement, on va avoir une augmentation des prix à la consommation sur le début de l'année 2023. Et n'oublions pas également tous les tarifs administrés. Par exemple, le ticket de métro, oui, c'est très simple, mais il va flamber. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on va avoir un effet de base, mais quand même positif. Donc, l'inflation va quand même atteindre 8 à 10%. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fameux bouclier tarifaire qui devait éviter justement d'avoir une inflation à 8 ou 10%, en fait, il a fait que gagner quelques mois. Il a coûté quand même à peu près 110 milliards d'euros en coût direct, parce qu'en coût indirect, via la hausse des taux d'intérêt, c'est beaucoup plus. Oui. Ça, c'est le chiffrage du gouvernement. Sur 2 ans. Ça veut dire que ça va être peut-être, moi je pense, ça va être beaucoup plus élevé sur 2 ans. On sera autour des 150 milliards. Bon, peu importe, on ne va pas chipoter sur les chiffres, mais ça a coûté extrêmement cher pour finalement une inflation qui va quand même atteindre 8 à 10% en France. Alors après, effectivement, on aura l'effet favorable, où on va avoir donc un effet de base qui va faire en sorte que le glissement annuel des prix à la consommation va reculer, mais on va quand même rester élevé. Ça, c'est très important. Il y a 2 types d'inflation. Il y a l'inflation conjoncturelle, liée au pétrole, etc., liée à l'offre et la demande, si vous voulez. Le pétrole qui est sous les $90. Donc, Oui, certes, mais encore une fois, rappelez-vous, l'historique de l'année, c'est vrai qu'on est monté à $130 le baril au début de la guerre en Ukraine, après c'est reparti à la baisse, et là, depuis la fin d'année, donc depuis en fait novembre-décembre, on voit que les matières premières arrêtent de baisser. Elles commencent à remonter un petit peu, notamment le gaz, légèrement le pétrole, même l'indice CRB de l'ensemble des matières premières, eh bien, il arrête de baisser. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'impact favorable sur la baisse des prix. Donc, on va maintenir une inflation autour des 4 à 5%. Donc, c'est là où il y a l'inflation, on va dire conjoncturelle, qui mécaniquement va un petit peu baisser, ce qu'on appelle de la désinflation, donc un niveau d'inflation moins fort. Et par contre, vous avez l'inflation structurelle. Et là, celle-là, elle va rester élevée. C'est-à-dire, par exemple, c'est quoi cette inflation structurelle? Par exemple, l'inflation liée à la transition énergétique. Si on doit équiper tout avec justement cette préoccupation, évidemment, ça va générer une augmentation des prix. Si effectivement, on veut, d'un autre côté, faire de la démondialisation, c'est une très bonne idée, on veut réindustrialiser, bon, à mon avis, c'est beaucoup de marketing, mais enfin, comment va-t-on faire? Donc, mécaniquement, les prix sont plus élevés. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on a un impact durable sur l'inflation. Ça, c'est très important parce que toute notre génération, si vous voulez, la dernière fois qu'on a eu une inflation si forte en France, par exemple, c'était au début des années 80. Vous voyez, donc on était tout petits. Donc certains n'étaient même pas nés de ceux qui nous écoutent. Donc ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron, c'était un petit bébé, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, toute notre génération, on ne sait pas ce qu'est une inflation forte et durable. Donc ça veut dire qu'on va devoir changer nos modes de vie et également nos modes de consommation. Donc, et c'est ça qui est, je pense, le plus dramatique, c'est qu'aujourd'hui... on va vers une inflation, donc, selon vous, à 4-5%. On ne retournera pas à 2% comme le souhaite la BCE. On peut revenir à 2% à cause de la récession, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'une forte inflation, le seul moyen de s'en sortir, malheureusement, c'est au travers d'une récession. C'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté que ça casse la demande, donc la demande baisse, donc à ce moment-là, les prix repartent à la baisse. Donc si à l'arrière, on a une inflation de 2%, on peut l'avoir sur quelques mois. Même en 2023, en fin d'année, j'ai fait des simulations. C'est vrai qu'on peut avoir sur quelques mois, avec des effets de base, une inflation qui tombe à 2,5 sur un mois, puis après qui remonte, etc. Mais globalement, durablement, on aurait une inflation plutôt autour des 3 à 4%. 3 à 4%. Au moins, je dirais jusqu'en 2025. Et c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, on n'est pas du tout préparé
préparer à cela. Et donc, ce qui veut dire que... Mais en quoi c'est dramatique d'avoir une inflation de 3 à 4 %? Je pense que malheureusement, d'un point de vue de la consommation, eh bien aujourd'hui, on voit bien, hein, comme on n'a pas le pouvoir d'achat adéquat, eh on est en train de faire jouer la concurrence. Donc, on se tourne vers des produits à bas prix. Donc, ça veut dire que, par exemple, on voulait punir la Chine. Non, on continue d'acheter chinois, peut-être même encore plus qu'avant, ou indien. Donc, pas forcément de la bonne qualité. Donc, ce qui m'inquiète, c'est d'un point de vue sociétal, il va y avoir des Français qui vont... pas que des Français là, mais on va dire dans le monde développé, hein, certaines catégories de population qui vont pouvoir, on va dire, acheter des biens de qualité, manger des biens de qualité, mais chers. Et d'autres qui malheureusement vont devoir se contenter de biens de moins bonne qualité, moins chers, en faisant jouer la concurrence, les hard discounters, etc. Voilà, donc c'est bien parce qu'il y a de la concurrence, donc on pourra choisir, mais c'est clair que malheureusement, il va y avoir une société qui va être bicéphale entre une partie qui s'en sort, et une partie qui souffre de plus en plus. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, mais encore plus. Oui, encore plus, c'est déjà le cas. C'est l'histoire de l'humanité, si vous voulez. Mais sauf que, normalement, un pays comme la France, sa force, ça doit être la classe moyenne. On doit avoir un petit peu de très riches, un petit peu de très pauvres, mais une belle classe moyenne, si vous voulez, où on vit bien. Ouais, là, le problème, c'est que la classe moyenne d'en bas, avec cette inflation, elle est en train de se détériorer, elle est en train de tomber. C'est ça qui est dramatique. Et donc, là, on crée, entre guillemets, des gilets jaunes potentiels. Je rencontrais dernièrement un des représentants des boulangers, par exemple. Vous voyez, c'est le métier de boulanger, le mec, c'est sa passion, etc. Il adore ça. Et là, il va organiser une manifestation pour se plaindre de la hausse des prix, etc. Donc, quelqu'un qui n'aurait jamais dû entrer dans ce mouvement, entre guillemets, de contestation où il veut tout casser. Donc, c'est très dangereux. Alors, quelle réponse de politique publique? La politique publique, elle est très simple. Comment on fait pour donner du pouvoir d'achat? Eh bien, il faut baisser les impôts. Si vous baissez les impôts, si vous baissez la CSG par exemple... Non, il faut juste prendre en charge les factures d'électricité, l'augmentation de la facture. Il y a deux choses. Il faut agir un bouclier pour tout le monde. Voilà, il faut agir d'abord pour les entreprises, parce que, évidemment, si on agit une fois que le mal est là, on agit en fait une fois que l'inflation est là. Il faut agir en amont, au niveau des entreprises, justement, en réduisant les charges qui pèsent sur les entreprises, donc ça leur donner un bol d'air, donc ils pourront ne pas forcément complètement répercuter la hausse des prix des matières premières sur les prix de vente. Donc on doit donner un bol d'air fiscal aux entreprises et également aux ménages. À ce moment-là, vous donnez du pouvoir d'achat. Donc c'est ça l'enjeu de l'inflation, encore une fois. Hein, le problème du pouvoir d'achat, c'est que c'est vos revenus par rapport à l'inflation. Donc si vous augmentez vos revenus nets parce que vous allez baisser les impôts ou baisser les charges, à ce moment-là, vous donnez du pouvoir d'achat. Et là, vous créez du lien social, c'est formidable. Le seul problème, c'est que si vous faites ça, il faut aussi baisser les dépenses publiques. Sinon, le déficit public va exploser. Un truc qu'on n'a jamais réussi à faire en France. C'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas le courage. On n'a pas le courage de le faire, on n'a même pas la volonté. Ouais. Enfin, on remet des gens dans la rue aussi si on fait ça. Donc, non, parce qu'il y a des dépenses. Encore une fois, je rappelle que nous avons la chance de vivre en France. On a des dépenses sociales qui représentent 32% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 20%. Ouais. Donc c'est numéro 1 dans le monde, c'est la France. Formidable, c'est un pays formidable, on l'oublie de le dire. Sauf que, évidemment, il faut peut-être un petit peu améliorer le fonctionnement de ces dépenses. Puis parallèlement, les dépenses de fonctionnement, qui augmentent chaque année de l'ordre de 10 milliards d'euros, là, c'est du fonctionnement, donc c'est pas de l'investissement, c'est pas de la dynamique. Juste pour clore cette histoire d'inflation, si elle reste entre 3 et 4%, que vont faire les banques centrales, notamment la BCE? Elle va s'asseoir sur son objectif ou coûte que coûte, elle va chercher... Alors je pense que clairement aujourd'hui, il est plus crédible cet objectif. Parce que là, vous voyez, on est à 10% d'inflation dans la zone euro, on a 2% d'objectifs. Ça fait déjà longtemps que ça dure, hein, si vous voulez. C'est pas dire qu'on a fait une erreur sur 2-3 mois. Il y a déjà un an, plus d'un an et demi. Ici même, notamment, j'avais annoncé cette forte inflation qui allait arriver. Je disais, mais non, c'est pas vrai, ça n'arrivera même pas, etc. La BCE disait, non, mais c'est transitoire. Dernièrement, Mme Lagarde qui nous dit, mais non, mais l'inflation, elle vient de nulle part. C'est quand même incroyable. Et le travail de la BCE, c'est de contrôler l'inflation. On dit non, mais ça vient de nulle part finalement. À quoi ça sert? Vous voyez, c'est ça qui est effectivement très dangereux. Donc il faut certainement repenser les outils et le fonctionnement des banques centrales, améliorer certainement l'objectif, mais surtout anticiper. Et ce que malheureusement ne savent pas faire les banques centrales. Et surtout, je pense qu'avec le coronavirus, pour terminer sur les banques centrales, elles sont quand même moins indépendantes que par le passé. Elles sont trop justement liées finalement au gouvernement. Elles veulent faire plaisir au gouvernement, voire au marché financier. Ce n'est pas leur rôle. Donc elles se sont trompées de rôle. Aux États-Unis, ils commencent un petit peu à redresser la barre, à se rendre compte des enjeux. Dans la zone euro, on n'est toujours pas, malheureusement, on va dire, dans la vraie politique monétaire qui est, ne l'oublions pas, indépendante et qui doit limiter justement l'inflation pour le bien-être économique. L'inflation va rester élevée à l'avenir. Entre 3 et 4%, c'est le point de vue de Marc Toiti. Merci. Avec plaisir.